Mes patients m'ont connu pendant 6 ans à taper, regarder mon écran, cliquer, changer de paragraphe. Maintenant, quand je leur parle, je suis assis dans le fond de ma chaise. Je les regarde. Mes yeux sont dégagés, mes mains sont dégagées, mes oreilles sont toutes à eux. Puis je remarque sûrement des choses que je remarquais. On a un chaos dans le système de la santé en ce moment. On a une population vieillissante. C'est quoi le ressenti? Est-ce qu'il faut agir de façon urgente? Il y a urgence, mais il faut agir avec prudence. Parce que ce sont des vies humaines qui sont en jeu. La machine ne remplacera pas le médecin, mais le médecin qui va utiliser l'IA va remplacer celui qui ne l'utilise pas. C'est un outil. Pour utiliser un tournevis, il faut savoir dans quel sens le prendre. Pour utiliser l'IA, il faut savoir dans quel sens le prendre. Et un outil ne va être utile que s'il y a un besoin derrière. C'est pas humainement possible d'être à jour sur tout. Tu sais, moi, je suis un généraliste, je suis un médecin de famille, que je cherche bien des choses sur le diabète, mais aussi sur la psychiatrie, puis sur la cardiologie, puis sur la neurologie. Des publications multiples à chaque jour, on peut pas suivre. Donc, l'IA, pour ça, qui est très bonne pour synthétiser, vient d'en être. Je suis lucide, il peut y avoir des mauvais usages de la technologie, et il y en aura toujours malheureusement, parce que l'humain est un humain. Mais je vois le côté bénéfique de la technologie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Y'a du Neuf, le podcast où on découvre ensemble comment l'intelligence artificielle façonne nos vies et nos industries. Je suis Laetitia Constantin, développeuse web et IA chez Explorer et je suis accompagnée de Rémi Dion, VP et cofondateur. Salut Rémi. Salut Laetitia. Ça va bien? Super. Aujourd'hui, on parle de la santé. On a avec nous Laurent et Samuel qui vont nous parler de leur parcours qui est bien différent à plusieurs égards. Et sans plus tarder, j'aimerais ça que vous nous expliquiez déjà qui vous êtes, où vous œuvrez et éventuellement on va trouver le chemin de l'IA à travers tout ça. Laurent, est-ce que tu voudrais démarrer? Donc on trouve le chemin de l'IA tout de suite. Bonjour à tous. Oui, Laurent Tillement, directeur des partenariats IA et santé, donc au MILA. MILA étant l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Et je décris toujours MILA comme étant un carrefour de la recherche. On réunit plus de 160 professeurs maintenant qui sont éparpillés au travers de toutes les universités du Québec autour d'une thématique assez simple, la recherche en IA, mais aussi le développement de talent, puisqu'on a plus de 1200 étudiants maintenant qui sont affiliés MILA au travers de ces professeurs. Et on travaille autour de plusieurs thématiques, notamment développer des outils responsables qui respectent l'humain dans toute son humanité, mais aussi autour de l'adoption de l'IA, donc développer des outils qui vont être utiles et qui vont servir au bien et aux professionnels dans différents domaines, notamment le domaine de la santé. Donc, la notion de faire le bien à travers la technologie qui est au cœur de la mission de MILA. Qui fait partie d'une des 4 missions fondamentales de MILA, oui. C'est quoi les 4 missions? La recherche fondamentale, le talent, l'adoption de l'IA et le bien pour l'humanité. La gouvernance de l'IA, ça prend différents noms. Génial. Et juste avant d'aller te poser la question, Samuel, avant d'arriver au MILA, qu'est-ce que tu faisais, Laurent? Moi, je suis un peu un animal bizarre au MILA, puisque j'ai quasiment jamais programmé. J'ai programmé, mais c'était le siècle dernier, ça montre mon âge. Je suis pharmacien de formation avec un PhD en biochimie, biologie moléculaire. Et toute ma carrière a été autour du développement du médicament, avec une grosse partie autour de l'innovation adaptée au développement du médicament. Et en 2018, avec le gain du prix Turing par Yoshua Bengio, qui est au MILA, j'ai commencé au travers de la compagnie pharmaceutique à m'intéresser à l'IA. Et puis, ce poste chez MILA a été ouvert de liens entre le monde pharmaceutique et l'intelligence artificielle. Donc, je me suis retrouvé heureusement au bon endroit et au bon moment. Et j'ai donc pris cette charge de la direction de l'IA en santé au MILA. Enfin, des partenariats plutôt. Et Samuel, alors? Oui, qui es-tu? Que fais-tu? Bonjour, merci de me recevoir. Moi, c'est Dr Samuel Garot-Lajoie, je suis médecin de famille, je suis dans ma 9e année de pratique. J'ai été formé à l'Université Laval à Québec pour ma médecine, à l'Université de Montréal pour ma résidence. Curieusement, je pense que nos chemins vont se recouper. Laurent, je voulais être pharmacien à la base. J'ai été contaminé, j'avais mes
mes colocs étaient en médecine. J'étais comme, ça a l'air intéressant ce que vous faites. Le plan a changé en chemin. Une fois que j'ai terminé ma formation en médecine familiale, j'ai commencé à pratiquer. Donc, je pratique à Laval depuis. Je suis dans ma 9e année en GMF. J'ai pratiqué en CHSLD pendant un bout de temps. Puis, depuis 2022 environ, je m'intéresse davantage côté technologique, comment la technologie peut supporter les soignants. Parce que même si je suis relativement jeune comme médecin, j'ai vu la transition du papier au numérique. Donc, quand j'ai commencé ma résidence, on avait papier-crayon, puis même à la clinique, c'était papier-crayon partout, et encore aujourd'hui, malheureusement, dans certains hôpitaux. Et on a eu la transition qui n'a pas été si évidente que ça. Hein? Gestion du changement, c'est une science, ça s'improvise pas tant que ça. Et j'ai constaté, pendant cette période-là, c'était ma formation, la fin de ma formation, que la technologie, ça peut autant nous aider que nous ralentir et nous nuire beaucoup si c'est mal pensé puis mal implanté. Donc, dans un contexte un peu de besoin, d'avoir besoin d'accélérer les choses, de faciliter mes tâches administratives, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui vivent une surcharge administrative en ce moment, de par la paperasse, on en parle beaucoup. Donc, je me suis tourné vers l'IA générative, commencé à jouer avec ces choses-là, puis je me suis peu à peu approché de Carway, qui est le premier script médical IA au Québec. Donc, ce que ça fait essentiellement, c'est que ça transcrit la rencontre entre le médecin et le patient. Donc, j'ai été là du premier jour où ça a été déployé en clinique. C'était moi qui m'en servais jusqu'à l'acquisition au début de l'année dernière. Puis suite à ça, là, j'ai pris un peu naturellement un rôle de leader parmi les médecins pour propager une utilisation responsable de l'IA. Parce que se servir de l'IA, c'est facile. Mal s'en servir, c'est encore plus facile. Donc, je prends un peu un rôle d'enseignement auprès de mes collègues, de transfert de connaissances pour leur faire savoir qu'est-ce qui est disponible comme outil, qu'est-ce qui est correct d'utiliser, comment les utiliser pour éviter qu'ils fassent des erreurs, qu'ils se mettent dans des situations pas souhaitables, eux et les données de leurs patients. Puis plus récemment, j'ai cofondé avec un de mes collègues, Vetted Medical, qui est une firme de médecins qui vise à valider et auditer les solutions d'IA en santé. Quand je dis auditer, c'est pas comme les comptables, c'est un audit clinique. Donc, c'est vraiment de voir est-ce que les solutions d'IA qui sont offertes aux patients et aux médecins sont sécuritaires, sont validées, donnent des bonnes informations, comportent pas de biais. Donc, on a un cadre d'évaluation. On est en train de mettre ça en place et très excité de ça. Puis outre la vie professionnelle, je suis papa de 2 beaux garçons, un de 3 mois et un de 3 ans. Même si les nuits sont courtes, ça fait en sorte que toutes les heures que j'ai disponibles pour faire des choses sont bien rentabilisées. Donc c'est ça, c'est ma présentation. Démarrage d'entreprise, démarrage pour la 2e fois d'être papa. Et ouais. Un instigateur à répétition de technologie dans le milieu de la santé. Est-ce qu'on pourrait te dire un techno-enthousiaste? Non. J'étais un techno-enthousiaste. Mais je te dirais que plus j'en apprends sur l'intelligence artificielle, plus j'ai des réserves, et plus j'ai des doutes, et plus je vois les angles morts. La première fois qu'un médecin voit un script IA générer sa note magiquement, comme quand ChatGPT écrit, les premières fois, pour moi, ça a été un soulagement incroyable. C'est un sac à dos de roche qu'on m'enlève des épaules parce que j'aurais plus jamais besoin de taper à mesure mes notes. Ça se fait tout seul. Plus jamais, à moins qu'il manque d'électricité ou d'Internet. Donc ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ça, c'est l'utilisation actuelle en médecine que je juge mature, puis qui est utilisée at large. Je te dirais qu'à peu près la moitié au moins des médecins de famille québécois se servent d'un script IA à l'heure actuelle. Je sais pas si vous avez consulté des médecins dernièrement, si vous avez réussi, mais ils demandent souvent un consentement en début de rencontre. Vous n'avez pas été confronté. Moi, j'étais en hôpital, j'ai pas eu cette expérience-là. Ouais, à l'hôpital, c'est plus difficile d'utiliser parce que les TI de l'hôpital doivent approuver les solutions. Donc, dans des cliniques GMF où c'est les médecins qui prennent les décisions, c'est plus facile de faire entrer de la nouvelle tech. Ouais, non, ça m'est pas arrivé non plus. Je réfléchissais, je suis allée qu'une seule fois, il y a peut-être 1 an, et non, on m'a pas posé de questions. Il y a 1 an, ça débutait, disons. L'automne passé, ça a été comme le début de l'adoption, il y a un petit break pendant l'été, puis là, cette année, ça se poursuit graduellement. Et donc, comment vous faites pour que
ça marche et que le monde finisse par l'utiliser? C'est quoi le critère le plus important ou qu'est-ce que vous mettez en place pour que ça scale dans l'univers? Ce que ça prend pour que ça fonctionne d'amener des médecins à utiliser des nouvelles technologies, ça prend des peer leaders. Ça prend un pair, ça prend un autre collègue qui s'en est servi et qui peut te dire « Moi, ça m'a aidé. » Ah, ce qu'on appelle les champions. Oui, parce que les cliniciens sont time poor. Ils n'ont pas le temps d'essayer 8 patentes qui ne fonctionneront pas. Ils préfèrent ne pas en utiliser, continuer la vieille méthode, jusqu'à temps que quelqu'un en qui ils ont confiance, un collègue qui vit la même réalité qu'eux, leur dise « Ça m'a aidé, tu peux t'en servir. » Et ensuite, c'est juste question de l'essayer puis d'avoir une micro-formation. Là, c'est généralement des outils assez faciles d'usage. L'idée d'y aller par référence, il faut l'avouer, on le voit quand même souvent dans plusieurs industries. Puis je peux comprendre quand ta responsabilité personnelle est en jeu, c'est d'autant plus important. Ouais. Laurent, je serais curieux de savoir si toi, tu te considères un techno-optimiste. Puis de ton parcours, parce qu'il y a eu un point de pivot. On parlait du prix Turing de Yoshua Bengio, mais au-delà de ça, ton parcours, comment il t'a amené vers la technologie? Déjà, moi, je suis la techno des gens qui croyaient qu'en l'an 2000, on aurait des voitures volantes. Donc, je suis très techno-enthousiaste. Mais je suis lucide, comme disait Samuel, il peut y avoir des mauvais usages de la technologie et il y en aura toujours, malheureusement, parce que l'humain est un humain. Mais moi, je vois le côté bénéfique de la technologie. Samuel a dit plusieurs mots très importants pour moi, c'est le côté outil. Et un outil ne va être utile que s'il y a un besoin derrière. J'ai fait donc pharmacie en France, j'ai travaillé en pharmacie en officine à Paris et j'ai abandonné l'officine parce que la patronne passait plus de temps derrière son ordinateur à remplir des papiers, des documents, des formulaires, etc., que à faire son travail de pharmacien, de conseil, de recevoir les patients, leur expliquer leur traitement, les aider à mieux gérer leur maladie. Et pour moi, c'était aberrant. Et donc, la transition a été relativement facile parce que je trouve que la technologie, quand c'est un outil, quand c'est pris au bénéfice d'eux et pour nous aider ça ne peut que être positif. Et donc, moi, je regarde tous ces outils avec beaucoup d'intérêt et j'aime trouver l'outil magique. Je trouve que c'est tellement fantastique. L'outil magique, il y en a? Il y en a, oui, bien sûr, mais c'est... Et puis, c'est pas des... je pense à la compagnie You Benoît qui a créé l'application Nanny AI. Les parents qui rentrent avec leur premier grand comme ça, qui se met à pleurer, et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on doit faire, où on va. L'idée paraît tellement terre à terre, tellement simple, mais le développement de l'outil est tellement génial que c'est magique. Quelle est la bonne recette, finalement, pour avoir un outil magique? Répondre à un besoin, le besoin des cliniciens sur passer moins de temps à remplir des papiers, plus de temps à interagir avec le patient. Je suis quelqu'un qui suis persuadé qu'un patient, une personne en général qui se rencontre avec sa famille, avec ses amis, avec un personnel soignant, avec un médecin, avec un spécialiste, ils vont pas dire la même chose et ils vont pas dire la même chose de la même façon à tout le monde. Donc, il faut cette relation humaine, il faut ce contact humain. Si on peut avoir un outil qui est dans le fin fond de la conversation, qui n'interagit pas, qui fait juste prendre des notes, l'interaction humaine va faire que le patient va plus se dévoiler, le médecin va pouvoir vraiment se concentrer sur ce qui est dit, pas se dire, tiens, j'ai fait une faute d'orthographe là, mais j'exagère, mais c'est un peu ça. Mais déjà, vraiment... si c'est lisible, hein? C'est encore pire. Gros avantage. Le pharmacien peut t'en raconter. Mais non, mais c'est ça. C'est qu'il faut qu'on ait ce contact humain. Il faut que l'outil soit au bénéfice d'eux. Et puis, le médecin peut ne pas tout savoir sur tout. Donc, il peut avoir une aide en disant, tiens, attention, j'ai entendu tel et tel mot, peut-être que ça veut dire. Et puis, il y a un petit flash qui dit... Puis le médecin qui se rappelle son cours et qui se dit « Ah oui, tiens, il faut que je pose telle question ». C'est ça que je vois
Donc, répondre à un besoin, pour moi, c'est primordial. Le médecin ne sait pas tout sur tout. Jamais. Clairement, on a des gaps de connaissances et les connaissances médicales, ça, c'est un chiffre qui date de quelques années, mais doublait à tous les 4 ans ou 5 ans. Les connaissances médicales. L'ensemble des connaissances médicales. Est-ce qu'on s'attendait qu'un médecin se rappelle? La connaissance, la science de la médecine, la science qui entoure la santé, la médecine, doublait à tous les 4-5 ans. Là, je te garantis que c'est plus que ça, Rémi. Je te garantis que là, avec l'IA générative qui écrit les rapports de recherche puis qui accélère tout ça, ça ne va faire que continuer. Fait que c'est pas humainement possible d'être à jour sur tout. Puis, tu sais, moi, je suis un généraliste, je suis un médecin de famille, que je cherche bien des choses sur le diabète, mais aussi sur la psychiatrie, puis sur la cardiologie, puis sur la neurologie, puis c'est des publications à chaque jour, multiples, on peut pas suivre. Donc, l'IA, pour ça, qui est très bonne pour synthétiser, vient en aide. Puis il y a des outils intéressants pour ça qui vont permettre de faire des veilles scientifiques, puis de faire une petite mise à jour sans aller faire une vieille recherche PubMed où tu écris tes critères puis tu passes 45 minutes juste à créer ta recherche. Ben là, c'est accéléré. Donc, ça vient donner un coup de pouce. Puis je rajouterais à ce que Laurent disait qu'au-delà de, répondre à un besoin, co-créer avec les utilisateurs. De prendre dès le début les utilisateurs et leur avis en compte, puis pas rendu au pilote, au prototype, dès le début de la conception des outils technologiques, que les concepteurs aillent voir le workflow des cliniciens, qu'ils aillent voir de quoi ça a l'air sur le terrain, parce que c'est très facile pour des gens purement tech de développer un outil incroyable qui ne fit pas dans le flux clinique, qui ne fit pas dans une journée de clinicien et qui ne servira pas s'il n'a pas été bien conçu avec l'input des soignants. C'est très vrai. Ceci dit, j'adore l'idée et je suis 100% d'accord. Le seul problème que des fois les gens en tech se heurtent, c'est que les médecins ou les gens dans la santé n'ont pas de temps à leur donner pour pouvoir co-travailler ensemble. Et là, on arrive dans, je voudrais vous offrir un produit qui matche avec ce que vous avez besoin, mais il me faut le temps, sinon, comme tu dis, on est à côté de la plaque. C'est en médecine, mais dans plein d'autres domaines, il y a le même problème. Je suis convaincu, mais en médecine, c'est un problème qui est très québécois. Si tu vas en Ontario, ils ont une belle structure qui s'appelle Ontario MD, où c'est tous les médecins technophiles avec une structure, avec un funding gouvernemental, avec des outils pour évaluer les outils technologiques, mais aussi le langage, tu sais, pour échanger avec des gens en tech. Là, tu prends un médecin qui n'a jamais fait ça, donner du feedback sur des outils tech, ça risque de pas t'aider tant que ça. Mais si tu en as un pool qui sont formés ou qui ont l'habitude de le faire, là, il y a de la valeur ajoutée. En Alberta, ils ont tous le même dossier médical électronique. Ils ont une organisation un peu similaire où il y a des champions qui sont volontairement créés. Des champions médicaux pour aider les développeurs de tech. Au Québec, la culture technoclinique, elle, n'existe pas. On est une poignée, on est quelques-uns par passion, par intérêt, mais il n'y a pas de structure qui les crée ou qui les élève. Donc, c'est quelque chose qui manque un peu, à mon avis. Laurent, je t'ai vu sourciller un peu. Oui, je ne serais pas aussi catégorique. Et puis surtout, je ne considère pas que c'est juste la différence entre tech et médecine. De mon expérience, quand j'étais encore en France, il y avait les pharmacologues universitaires qui donnaient des cours autour de la pharmacologie, des cours continus pour expliquer les nouvelles molécules qui arrivaient, les effets secondaires, etc., etc., etc. Les médecins n'avaient pas le temps d'y aller. Les médecins, c'était leur domaine, ils étaient intéressés par en savoir plus, mais ils préféraient prendre 1 heure à lire des papiers très rapidement plutôt que d'aller dans une grande réunion en fin de soirée. Ils ont eu déjà leur journée, ils ont leur famille dont il faut qu'ils s'occupent, etc. Donc, ils ne le font pas. Moi, je pense que l'excuse de « on n'a pas le temps de discuter », cette barrière, elle s'élimine très, très rapidement. Les gens sont, quand on leur explique ce qu'est l'outil, quand on les écoute, quand ils voient que derrière je vois avec les chercheurs de Mila régulièrement, ils sont face à un partenaire industriel. Ils connaissent pas le domaine parce qu'ils sont programmeurs, mais ils connaissent quand même un petit peu du domaine parce qu'ils ont lu avant différents papiers, ils ont lu différents trucs. Et ils commencent à poser des questions. On voit tout de suite que,
il a fait attention à moi, il a écouté. Donc, ça va assez vite d'engager la discussion et de trouver le lien. Après, il faut que les gens expriment un besoin. Dans une équipe partenariat, quand on va voir des industriels ou quand les industriels vont nous voir, la première question, je pense, qu'il faut poser, c'est pourquoi vous venez nous voir? De quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'IA ou est-ce que c'est juste pour mettre un joli petit mot avec des petites fleurs, j'ai de l'IA dans mon produit? Si le besoin est là, la technologie va aider, elle va être adoptée. C'est facile de faire de la technologie juste pour faire de la technologie. Ou pire, de se dire, je peux automatiser, donc je vais automatiser. Puis ça, ce calcul-là, je fais un parallèle. Nous, chez Explorer, on le voit un peu à n'importe quel moment dans les premières conversations. Est-ce que cette tâche-là, elle est répétitive? Est-ce que cet élément-là qu'on pourrait automatiser vaut la peine d'être automatisé? J'en doute pas, Amila, vous devez avoir exactement le même processus au début pour faire du screening, s'assurer que le besoin, il est réel ou que l'application, elle va être tangible. Les gens vont le demander. Puis si on a un champion qui dit hey, regarde, moi, je l'ai fait comme ça, puis ça ressemble à ça, puis il y a quelqu'un qui fait comme ah ben moi aussi, j'aimerais ça. Du moment qu'on est capable de se rendre à ce point de pivot-là, on a de l'attraction. Mais si on fait juste ça, moi, j'ai des choses qui s'automatisent, puis je vais mettre ça en digital. Puis là, je fais une hypothèse, parce que tu nous as un peu laissé sur notre soif quand tu disais t'es pas un techno-optimiste. Mais pourquoi? C'est quoi l'élément? Parce que tu nous as donné des beaux exemples qui fonctionnent bien. Absolument. Des exemples qui sont bien encadrés, qui sont avec un human in the loop, quelqu'un un médecin qui surveille ce qui sort de la machine. Il y a des circonstances, il y a des façons que la technologie nous aide beaucoup. Puis je ne suis pas contre la technologie ni l'IA, évidemment, mais je suis contre le Far West réglementaire qu'il y a actuellement. T'sais, en ce moment, je veux dire, n'importe quel... Puis mes collègues, malgré tous mes efforts, n'ont pas nécessairement une littératie numérique ou une littératie de l'IA excessivement élevée, ce qui fait en sorte que l'équivalent du shadow AI, de l'usage de l'IA, sans que ça soit conforme, sans le déclarer, sans faire attention. Juste pour clarifier, shadow AI, un terme qu'on entend souvent, c'est quoi? Oui, c'est dans le fond une utilisation, disons, dans une compagnie, là, ça serait que les employés se servent de ChatGPT ou d'un autre grand modèle de langage pour faire des tâches sans le mentionner à l'employeur ou sans que ça soit transparent dans les processus. Donc, c'est vraiment un usage un peu à l'insu. Puis pour le médecin, ça serait à l'insu du patient, à l'insu du système de la santé. Si c'est implicite, c'est-à-dire... C'est laisser aller, mais il n'y a pas de directive. Est-ce qu'on pourrait aussi appeler ça du shadow AI? Bonne question. Je sais que le ministère de la cybersécurité du numérique avait comme déconseillé d'utiliser les assistants d'IA générative pendant un bout de temps. Fait que, je sais qu'il y avait eu une consigne. Je crois qu'elle s'appliquait surtout aux employés, moins aux médecins à ce moment-là. Je ne sais pas si j'appellerais ça du shadow AI quand même. Bon, c'est la définition, on peut je t'ai coupé dans ton élan. Donc, le Shadow AI, c'est quoi la mise en garde là, que tu... écoute, moi, c'est une histoire qu'une de mes collègues m'a racontée. Là, ma collègue qui fait beaucoup d'enseignements à des futurs médecins de famille, à des résidents, qui a surpris un résident à regarder une radiographie. Il regardait la radiographie du patient qui est allé faire une radio à l'hôpital, puis qui semblait se questionner, puis qui soudainement a sorti son téléphone et a pris une photo, il l'a mis dans ChatGPT et a demandé... Qu'est-ce que t'en penses? Mais sur cette photo... Littéralement, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas c'était quoi le prompt, là. Je serais pas là. Whatever. Mais il y a les renseignements personnels. Sur une radiographie, t'as toujours comme la date de naissance, le nom de la personne, où ça a été pris, la date, l'heure. C'est des informations hautement sensibles qui maintenant sont données à OpenAI. Par ignorance, certainement, pas par... ils voulaient pas mal faire. Mais non seulement c'est pas génial pour la confidentialité, mais c'est très mauvais pour interpréter des radiographies de ChatGPT. J'ai un exemple super drôle où super drôle. Un jardinier a trébuché et est tombé sur ses sécateurs. Il a ses sécateurs imbriqués dans le front. Il y a une radiographie de ça. Et c'est pas un patient que l'image était libre d'utilisation. Et quand on la met dans le ChatGPT et on lui demande qu'est-ce qui se passe avec ce patient, il est en train d'avoir une craniectomie, il y a des écarteurs chirurgicaux. Donc, ChatGPT confond les sécateurs, un outil de jardinage,
pour c'est une chirurgie qui est en train de se passer. Mhm. Donc, non seulement c'est vraiment pas le bon outil pour ça, mais sécurité des données, on en reparlera. Donc, ça, c'est des usages qui m'inquiètent. C'est pour ça que j'essaie de prendre la parole pour un usage responsable de l'IA auprès de mes collègues. Je serais curieux aussi de vous entendre, vu que tu l'as nommé, littératie numérique. On parle de l'éducation. L'UMILA, c'est au sein de l'éducation. On a entendu dans la dernière année la Chine qui déclare « Nous allons enseigner l'IA très jeune, là, je ne sais pas, disons à partir de la maternelle. » Quelque chose de significatif. Et là, moi, j'ai pas pu m'empêcher de poser la question, c'est quoi la question qu'il a demandé avec la photo? Parce que je crois qu'il y a beaucoup d'ignorance par rapport à c'est quoi une bonne question. Si on utilise les Large Language Models, par exemple, je pose une question qui est trop large, mais tu vas avoir le fameux garbage in, garbage out. Donc, est-ce que ça se rattache à ça? Dans votre vision, ça veut dire quoi, la littératie digitale, numérique, et dans le milieu de la santé en particulier? Moi, je reviendrai au mot essentiel c'est un outil. Donc, pour utiliser un tournevis, il faut savoir dans quel sens le prendre. Pour utiliser un marteau, il faut savoir dans quel sens le prendre. Pour utiliser l'IA, il faut savoir dans quel sens le prendre. Les outils d'aide de Large Language Model, etc., je les utilise, mais il faut une question, il faut quelque chose à l'origine. Et par exemple, je l'utilise beaucoup pour mes emails, mais pas pour qu'il le rédige pour moi. Je rédige mon email et puis après je dis à la machine, tiens, ça c'était un email difficile, c'était long, résume-le-moi un petit peu, comment ça va. Et puis après je retravaille plusieurs fois le message. Donc le travail initial, c'est moi, et il y a tout un travail de relecture derrière. Et ça demande du temps et ça demande de l'énergie, même si la machine est là pour m'aider pour le faire. Après, est-ce que la machine est bonne à 100% à chaque fois? Je ne pense pas. Et puis, il y a des formulations que je trouve trop pompeuses, trop pas moi, trop... Donc, je les modifie. Mais il faut utiliser la machine pour ça. Par contre, je gagne un temps énorme parce que il y a des fois, j'avais des emails, je n'arrivais pas à les écrire et puis je le mets de côté, je reviendrai plus tard dessus. Là, je peux le faire en continu et puis je peux passer à autre chose et je peux accélérer. Donc, il faut apprendre et il faut utiliser les outils de la bonne façon. Tu disais l'apprentissage. J'avais lu un article qui disait que les entreprises devaient donner 1 quart d'heure par jour à tous leurs employés pour apprendre à utiliser les outils. Passer son temps à expliquer, à comprendre ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'un IA prédictif, un IA génératif, comment on l'utilise pour prendre la machine dans le bon sens. Et c'est sûr que si on n'aide pas les gens à bien utiliser l'outil, il va y avoir des usages comme ça où la personne va mettre tous les secrets de la compagnie sur OpenAI pour qu'elle aide à ouvrir je ne sais quelle opportunité, mais c'est trop tard, c'est vendu sur la machine, quoi. Et donc, il faut expliquer. On voit que Laurent, tu as une bonne littératie numérique parce que c'est une des choses que je suis chargé d'enseignement clinique à l'Université de Montréal. J'enseigne aux étudiants en médecine comment bien utiliser l'intelligence artificielle. Ah oui? On a un petit comité, on est en train d'intégrer ça. Honnêtement, ça prend il faut tout repenser les programmes au complet, mais en ce moment, on est à insérer des petits cours ici et là pour enseigner ça. Puis comment Laurent rédige chez Courriel, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on dit, c'est l'humain travaille en premier, donne du contexte, donne sa pensée, donne sa créativité. L'IA fait une partie de la job plate, entre guillemets, la rédaction, la correction, la traduction, et l'humain repasse après. Fait que humain, IA, humain, c'est le minimum. Au-delà de ça, dans la littératie numérique, de connaître les outils les outils qui sont validés, les outils qui sont utiles, mais aussi de savoir c'est quoi les choses à se méfier. Parce que si tu n'as jamais entendu parler qu'un grand modèle de langage, ça peut halluciner. Puis que ton ChatGPT te fournit des belles références scientifiques d'un paquet d'études. Puis quand tu vas vérifier, tu ne trouves pas ces études-là. Tu vas te poser des questions. Et l'IA, vraiment, c'est un... Puis j'aime l'idée du 15 minutes par journée, là. Faut apprendre à s'en servir. Ça tombe pas du ciel, puis même si tu as su un cours magistral, c'est en jouant avec, c'est en l'utilisant au quotidien que tu vas trouver les meilleurs usages pour toi. Est-ce qu'on s'handicape en ne l'utilisant pas?
Oui, je pense. Et ça, je vais peut-être finir techno-optimiste quand on va sortir d'ici, là. Mais je pense que se priver d'outils qui sont des bons outils, validés, c'est à notre détriment. Puis je pense que même il y a une question, si on prend le contexte du Québec en ce moment, où en termes de soignants, de médecins, on en manque. On n'a pas assez, on fournit pas. Il y a trop de demandes pour l'offre qu'on est capable de donner. Si je suis capable de voir 3 patients de plus par jour parce que j'utilise mon Scribia, est-ce que c'est questionnable que mon collègue s'en serve pas alors qu'on a de la misère à donner des soins à notre population? Je sais pas qu'il faut obliger, pas du tout, mais la question se pose. Donc oui, je pense qu'on s'handicape un peu si on se dit non, je m'en sers pas du tout. Parce qu'il faut avoir conscience que dans les 20 prochaines années, le vieillissement de la population ne va qu'augmenter la demande en soins de santé. Ça va juste aller en augmentant. Et le nombre de soignants, il va pas augmenter à la même vitesse. Quand même, on essaie d'en former davantage. Il faut trouver des façons de travailler différemment. L'IA et la technologie ne sont pas les seules solutions, mais ça en fait partie certainement. En fait, il y avait une citation dans le Lancet en 2019, je ne me rappelle plus l'auteur, mais il disait que la machine ne remplacera pas le médecin, mais le médecin qui va utiliser l'IA va remplacer celui qui ne l'utilise pas. Et c'est vrai sur tout un tas de métiers. Les gens seront plus productifs, plus rapidement, plus actifs. Et s'ils utilisent bien la machine, ils vont être plus efficaces, donc avoir un meilleur rendement. Ils vont remplacer ceux qui seront à la traîne et qui n'auront pas voulu adopter parce que l'outil ne leur convient pas ou quoi. Laurent, est-ce que le Mila, donc, vous aidez des startups à pouvoir décoller dans le domaine de la santé? Où est-ce que le Mila vient accompagner ces entreprises-là exactement? Le Mila étant une réunion de professeurs et d'étudiants, et c'est là que je reviens sur un point que tu avais apporté, sur on évalue un projet et on ne l'accepte que s'il y a un besoin de recherche. On ne va pas faire du service où on prend l'IA d'aujourd'hui pour développer un outil aujourd'hui. On va prendre un projet en disant la technologie n'est pas au top, on va la monter pour que l'outil soit utilisable et soit utilisé. Et on a des exemples comme ça. L'un des exemples que je trouve magnifique, c'est avec magnifique et triste à la fois. Magnifique parce qu'il y a une très belle réussite derrière, un peu triste parce qu'on aurait pu être mis en collaboration avec un autre institut au Québec et on aurait pu travailler à deux sur un projet. C'était avec Hydro-Québec pour la surveillance des lignes à haute tension. Il y a maintenant un drone qui passe au-dessus, une caméra, une IA et qui repère les points faibles sur la ligne et qui dit attention, il faut changer cette ligne-là parce qu'elle va casser. Et cette technologie, elle est maintenant partout parce que Hydro l'a dispersée ailleurs. Hydro, c'est pas une start-up, je suis tout à fait d'accord. mais c'est ça l'exemple, c'est trouver le projet qui va amener la compagnie à un stade plus 1 où ils vont pouvoir avoir des outils, ils vont pouvoir développer des choses. Après, les startups viennent avec leurs idées. On leur donne pas toute crue. L'idée Benoît dont je parlais tout à l'heure, c'est eux qui ont monté leur compagnie. C'est eux qui sont des étudiants. Charles Huneau est un ancien étudiant de Mila. Donc, on l'a aidé à développer sa compagnie parce qu'on avait un programme à l'époque qui s'appelait le laboratoire entrepreneurial où on l'a aidé à bien comprendre ce que c'était que monter une compagnie, avoir le 101 de ce qu'est monter une compagnie. Donc, on aide sur notre communauté à avoir l'expertise en IA, 2, être en contact avec d'autres professionnels, d'autres domaines pour essayer de s'ouvrir l'esprit à d'autres façons de faire, la santé en étant un, mais on travaille aussi en finance, en changement climatique, dans tous ces domaines-là. Et puis après, on va faire ça de façon responsable, ce qui rassure le domaine médical, puisque il est hautement régulé, et plus régulé que tous les autres domaines. Et donc, si on apporte ce plus d'être... développer un outil qui va être responsable, qui va être sécuritaire dans tous les domaines, on ne peut que atteindre un succès. On espère ne pouvoir atteindre qu'un succès. Dans
dans l'innovation, on va vouloir avoir des gens qui peuvent arriver avec des idées. Puis c'est ces personnes-là qui naviguent dans cette industrie-là, dans ce secteur-là, qui sont les experts essentiellement, puis qui viennent voir qu'est-ce qui peut se faire. Plutôt, Samuel, tu mentionnais le fait que les médecins sont time poor, ils sont pauvres de temps. Et ça fait en sorte qu'il y a peut-être moins cette opportunité-là d'arriver avec, si on parle des médecins, mais il y a plusieurs acteurs dans le système de la santé, ça reste quand même qu'il faut qu'il y ait une volonté initiale de « je vais prendre du temps pour idée, arriver avec quelque chose qui est différent de la façon qu'on le fait. » Puis là, en ce moment, on est d'accord qu'il y a un paquet de bureaucratie. Fait que, mettons qu'on fait un pas de recul, on parle d'IA, on parle beaucoup d'IA générative en particulier, mais on a parlé de l'analyse d'image, ça peut être de la prédiction, de la recommandation, mais au-delà de l'IA, si on veut juste faire de l'innovation dans le milieu de la santé, ça veut dire quoi? Je suis quand même épaté qu'Hurway, ils ont pu arriver relativement vite. Pourquoi est-ce que ça a fonctionné là? Ouais. Puis pourquoi ça ne fonctionne pas toujours? Ouais, ça a fonctionné là parce que l'adoption s'est faite de la base. C'est pas un projet pilote du ministère qui a fait en sorte que Hurway puis les autres Scribia sont maintenant utilisés comme ils le sont. C'est le bouche-à-oreille d'un médecin à l'autre, puis c'est le fait que ça venait soulager un des pires pain points qu'avaient les médecins. Le fardeau de la documentation, c'est un des principaux facteurs d'épuisement professionnel chez les médecins. C'est démontré que l'usage des Scribia va réduire l'épuisement professionnel et va libérer, ça c'est des données Ontario et Vancouver, là, va libérer jusqu'à 3 heures par semaine aux cliniciens. Faisons un cercle vertueux, ces 3 heures-là, donnons-les à conseiller la tech pour qu'elle soit encore plus adaptée ou va avoir plus de patients, moitié-moitié. Mais ouais, l'innovation, là, c'est qu'elle partait de la base. Au-delà de ça, je pense que d'avoir une bonne gestion du changement, il y a des gens qui sont des champions là-dedans. Puis il y a des CIS et des CIUS qui sont super bons, mais ça se limite à ces CIS et ces CIUS-là. Il y en a qui sont les innovateurs, puis on le sait, à Montréal, c'était l'hôpital, puis ils sont vraiment excellents. Mais c'est que ça se propage pas beaucoup autour. Je crois qu'il y a vraiment un besoin de faciliter le copier-coller des choses qui fonctionnent, de faciliter la diffusion des innovations. Puis oui, à l'échelle du Québec, là, à l'échelle du Canada aussi. On a des barrières interprovinciales qui font en sorte qu'il y a des super bons outils d'IA en Ontario que je regarde aller, que je connais, et je ne peux pas me servir. Parce qu'au Québec, on a des certifications très spécifiques et si cette certification-là n'existe pas, l'outil ne peut pas aller jouer dans des données patients. C'est correct, c'est bien d'avoir des cadres, mais qui soient homogènes entre les provinces. On est juste un pays, coudonc, profitons donc des bons coups de l'Ontario puis envoyons-leur les nôtres. Ouais. Toi, Laurent, qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense que... Je sais pas, pour moi, l'innovation devrait faire partie des budgets. Et à l'heure actuelle, elle ne fait pas partie des budgets. Donc, quel est l'intérêt pour quelqu'un de développer quelque chose où il sait qu'il n'y a pas la ligne innovation, donc on ne va pas tester son produit, on ne va pas le mettre en marche. Quelque chose qui m'a fait rappeler aussi tout à l'heure, c'est la collaboration. J'étais au Danemark en début de cette année pour une conférence et j'étais admiratif des startups en santé parce que quand elles présentaient, elles étaient sur le podium avec l'hôpital ou la clinique dans laquelle ils développent leurs outils. Donc, quand ils présentaient leur business plan, il y avait toute la technologie qu'ils étaient en train de développer, mais il y avait toutes les barrières et les vérifications que l'hôpital ou que la clinique a besoin tout au long de l'utilisation de ces outils. Si on prend en compte tout de suite le besoin, mais tout de suite les impératifs et les impératifs réglementaires qui sont toujours là en santé, on aide à un développement d'un outil qui va être actif très rapidement et qui va être utile très rapidement. Le problème du système de la santé, c'est que c'est un système très lourd, très difficile, très réglementé, donc qui avance très lentement. Et l'IA avance à une vitesse phénoménale.
Les outils qu'on met sur le marché aujourd'hui, dans 6 mois, 1 an, ils sont obsolètes et ils sont remplacés par quelque chose d'autre. Donc, on se retrouve avec 2 façons de faire, 2 vitesses de façon de faire complètement différentes. Et l'un doit s'adapter à l'autre, mais l'autre doit s'adapter à l'un aussi. Et c'est là que l'intérêt de la conversation, discuter, etc. Et je suis plus optimiste que Samuel parce que de plus en plus, les cliniciens vont discuter avec les responsables de l'IT de leur hôpital et puis ils sont référés à un professeur qui est affilié à l'université, qui est affilié à l'hôpital et puis ils commencent à discuter de projets. Et puis les barrières commencent à s'éliminer petit à petit et de façon plus rapide parce que tout le monde utilise son téléphone intelligent, parce que tout le monde utilise son GPS pour aller de A à B. Et donc, la technologie est beaucoup plus facile à approcher qu'elle n'était avant. Mais il reste encore qu'il faut oser aller discuter avec des gens qui, de prime abord, vont pas parler le même langage parce qu'il y en a qui parlent mathématiques et d'autres qui parlent biologie, physiologie, peu importe. Mais il faut que ces barrières tombent. Bien, il y a le processus d'acceptation, de validation, de certification, tu l'as mentionné, là, le fameux stamp québécois, ou encore le processus pour intégrer de l'innovation, là. Pardon, les CIS, donc les centres intégrés en soins de la santé, puis les CIUS universitaires. Mais moi, j'aurais pensé qu'au niveau universitaire, c'est la place idéale pour faire de l'innovation, d'essayer des choses, de pousser un peu du changement. Mais il me semble qu'on avait parlé de l'INES dans notre conversation initiale. Il y a des délais qui sont mis en place pour utiliser la donnée, si je me rappelle bien. Il me semble que c'est une conversation qu'on avait. L'INES demande 2 ans de données probantes pour intégrer une innovation dans le système de santé. Donc, comment ça se fait que Huawei a pu... Ça n'a pas passé par l'INES. Ah, fait qu'il y a des alternatives. Ça dépend de l'usage. Oui. Est-ce que c'est un outil qui va aider le médecin à prendre des notes? C'est ça. Donc, qui ne touche pas directement à la santé, pas directement au patient. Là, il y a moins de réglementation que si c'est un outil qui va faire de l'analyse d'imagerie pour une radiographie. Exact. Ça revient un petit peu aux classes de... Tu sais, Santé Canada a différentes classes pour des logiciels à titre d'instruments médicaux. Puis si tu es un outil seulement administratif, c'est-à-dire que tu gères du texte, tu ne poses pas de diagnostic, tu ne suggères pas de traitement, tu ne fais pas d'aide à la décision clinique, tu n'as pas besoin d'être homologué par Santé Canada, donc probablement que tu peux passer en dessous de certaines barrières réglementaires. Mais là, ces cadres-là sont faits pour des dossiers médico-électroniques, sont faits pour des logiciels de radiologie. Ils ne sont pas tant faits pour de l'IA générative. C'est des cadres qui existent depuis quelques années, qui peuvent dater un petit peu. Puis c'est très dur pour des gestionnaires, puis des décideurs, puis des gens dans le top des hôpitaux, de se faire une tête sur hey, il y a 8 scribes au Québec, comment je choisis? Lequel je prends? Puis ce qui se font présenter, c'est des slides, des PowerPoint, des fois des données internes s'ils sont chanceux. Puis il faut qu'ils fassent un jugement là-dessus. Super difficile pour eux. Puis de ma connaissance, l'expertise pour prendre de telles décisions, elle n'est pas dans toutes les CIS et les CIUS. Santé Québec, j'espère, est en train peut-être de la créer. Mais moi, c'est un peu ce que je veux faire avec Vetton Medical, c'est de venir donner un genre d'approbation, un conseil ou d'être un différenciateur pour pouvoir dire, entre ces 8 solutions-là, testons-en 2-3 et voyons voir ce qui en ressort. Est-ce que celui-ci performe bien sur la validité clinique? Est-ce que celui-ci a un taux de correction super élevé? Est-ce que celui-là hallucine sans arrêt? Donc, de faire ce type d'évaluation-là, je pense que c'est le point où on est rendu maintenant pour permettre l'adoption. Parce que ce qui précède l'adoption en santé chez les cliniciens, c'est la confiance. Puis la confiance face à l'IA chez les cliniciens, elle n'est pas encore là. Et puis c'est correct aussi, là. Donc, pour pouvoir avoir cette confiance-là qui va mener à de l'adoption, ça prend une façon de la créer, la confiance, puis de l'établir. Là, tu parles de la confiance du médecin envers l'outil IA. Oui, est-ce que tu vois déjà le problème qui s'en vient? C'est-à-dire que le médecin, il prend du temps avant de faire confiance à l'IA, mais une fois qu'il va l'utiliser, est-ce que le patient qui va savoir que le médecin utilise l'IA va accepter que le médecin utilise l'IA? De mon expérience pour ce qui est des scribes, puis des données aussi que j'ai consultées,
99% des patients sont bien d'accord. La raison étant que souvent, ils vont faire confiance à ce que leur médecin, le système de santé, il ait choisi des bons outils. Parce que, je veux dire, si on a un système informatique au Québec, le dossier Santé Québec, dans lequel toutes vos informations sont disponibles à n'importe qui avec une clé DSQ, c'est parce que vous faites confiance, j'imagine, un petit peu, quelque part, à ce qu'on choisisse des bons logiciels, des bons outils. Donc, l'adhésion des patients, honnêtement, pour moi, en tout cas pour les choses administratives, les scripts notamment, vraiment pas un enjeu. Quand on va parler du diagnostic, on va parler d'aide au traitement, de choix de molécules, on va peut-être avoir un petit peu plus de réticence. Ça sera à voir, on n'est pas rendu là. Mais moi, mes patients là, sont ravis que j'utilise l'intelligence artificielle. Mes patients ils m'ont connu pendant 6 ans à taper, regarder mon écran, cliquer, changer de paragraphe. Puis maintenant, quand je leur parle, je suis assis dans le fond de ma chaise. Je suis confortable, je les regarde. Mes yeux sont dégagés, mes mains sont dégagées, mes oreilles sont toutes à eux. Puis je remarque sûrement des choses que je ne remarquais pas. Petite lésion dermatologique, c'est-tu un carcinome basocellulaire? Un peu un genre de malaise, du langage non dit, du non-verbal. Si j'étais les yeux rivés à mon écran, là, j'aurais manqué ces choses-là. Puis ça peut être des choses super graves, super importantes. Une femme qui a déboulé les escaliers... mais qui te le dit en regardant en terre, puis en étant comme, qui a l'air un peu mal à l'aise, puis son conjoint qui est dans le coin, c'est-tu de la violence conjugale? Si je regarde mon écran, puis je porte pas attention à ce qui se passe dans la pièce, je détecterai pas ça. Donc, moi, mes patients n'y ont vu, honnêtement, que des bénéfices aller jusque-là. Donc, je pense que l'acceptation, c'est davantage un enjeu dans le système, les cliniciens, et ensuite, les patients, je pense que si on est capable de bien leur expliquer ce à quoi ça sert et que leurs données sont protégées, généralement, je pense que ça va bien aller. C'est ce que j'allais ajouter, c'est la littératie. Expliquer aux gens quel outil on utilise et pourquoi, et que ce n'est pas un outil génératif qui va inventer une maladie, mais que c'est un outil qui aide à la prescription parce que il sait que le patient il est telle et telle chose. Maintenant, avec les outils connectés, on a notre rythme cardiaque qui est pris toute la journée, 24 heures sur 24. Le médecin n'a pas le temps de regarder tout ça en même temps qu'il reçoit le patient. S'il y a une machine qui bip, qui dit quand il dit ça, il y a tel type de graphe. C'est une arythmie, c'est ci, c'est ça. C'est vraiment l'idée de l'outil où l'outil apporte plus et permet d'analyser tout un tas de données que l'humain peut analyser, mais en beaucoup plus de temps. Et puis en devant se concentrer sur autre chose que sur la personne et l'interaction avec la personne. Absolument. De me résumer, me synthétiser les données de mes patients, c'est une des choses que j'attends de l'IA. Parce que en ce moment, mes patients viennent me voir dans leur bureau avec leur téléphone, avec tout leur graphe de sommeil. Regardez, j'ai dormi, puis là, ils me défilent ça 1, 2, 3, 4, 5 nuits. Mon cerveau n'est pas capable d'absorber cette information-là, des mois de données. Mais que ces belles montres intelligentes-là, que ces beaux téléphones intelligents-là puissent me pousser à moi, dans mon dossier médical électronique, un résumé, une synthèse, les informations importantes dont j'ai besoin, sans que le patient ait à me défiler toutes ces choses. Donc, c'est une de mes attentes face à l'IA. En ce moment, c'est pas... je crois que c'est peut-être fait point de vue recherche, là, mais c'est pas déployé en clinique du tout encore. Mais d'avoir une valorisation des données capturées par les wearables, les choses qu'on porte à journée longue. Et ça va mener ensuite à une médecine personnalisée. Comme disait Laurent, si on sait que le rythme cardiaque de quelqu'un, il est toujours à 60 battements par minute, qui est comme le bas de la normale, on ne choisira pas le médicament pour la pression qui fait baisser son rythme cardiaque. Mais ça, si j'ai pris le pouls de mon patient 4 fois dans les 4 dernières années, je ne sais peut-être pas que son pouls moyen il est à 60. Parce que quand il est dans mon bureau, il a pris son café, il est stressé, son pouls est un peu plus rapide. Alors qu'en ayant toutes les données historiques bien présentées, ça me permet de faire un meilleur choix pour mon patient puis de lui offrir quelque chose qui est davantage personnalisé à lui, plutôt que de dire je prends le premier du guideline ou je prends n'importe quelle des molécules qui sont en première intention pour cette pathologie-là. On a eu des belles innovations au Québec au niveau de la médecine personnalisée, biogénique il y a quelques années. Puis la semaine prochaine, on a en entrevue
quelqu'un d'autre qui fait justement de ça. Puis d'ailleurs, on avait eu Benoît dans le passé. Mm-hmm. On a donc ces innovations-là qui existent. Est-ce que, je te sens sur la frontière de devenir techno-optimiste, Samuel, est-ce qu'on ne succombe pas ou on ne veut pas succomber à l'urgentisme d'agir? On a une population vieillissante, on a un chaos dans le système de la santé en ce moment. C'est quoi le ressenti? Est-ce qu'il faut agir de façon urgente ou est-ce qu'il faut agir de façon prudente? Moi, je trouve que le Québec et le Canada en général est beaucoup trop réservé quant à ses succès et ses réussites en technologie, que ce soit en sciences santé comme en sciences en IA. On est un pays qui a sorti 4 molécules en quelques années, depuis 2018, 3 compagnies du Québec, une compagnie de l'Ontario. On a un prix Turing en Ontario et au Québec avec Yoshua Bengio et Jeff Hinton. Le 3e larron étant Yann Lequin qui est à New York. Mais Jeff Hinton a reçu le prix Nobel. On a une très belle technologie, une très belle expertise en recherche. Et je trouve très, très triste qu'on ne mette pas ça de l'avant pour rassurer les gens, pour qu'ils comprennent que les chercheurs, 1, ils font du bon travail, 2, ils ne le font pas n'importe comment. Je me rappelle d'une discussion avec un de nos chercheurs qui s'appelle Mathieu Blanchette, qui est à McGill. Et Mathieu disait, vous vous rendez bien compte que si je fais n'importe quoi avec des données, je vais perdre la confiance des gens qui m'ont donné ces données, je vais perdre la confiance de l'établissement qui me supporte, je vais perdre la confiance de l'établissement qui m'a embauché et je vais perdre la confiance de mes étudiants. En gros, j'ai perdu mon travail. Donc, on a des chercheurs qui pensent, qui réfléchissent, qui savent faire des choses et qui sont d'un niveau absolument exceptionnel, que ce soit en IA, bien évidemment, avec les différents succès que l'on a eus ces dernières années, comme en biologie. Il faut faire confiance à ces gens-là parce qu'ils ne font pas les choses n'importe comment et ils sont ouverts à discuter les uns avec les autres. On a différents programmes de réseau qui regroupent et des biologistes et des gens en IA, par exemple, pour trouver des nouvelles façons de faire, méthodologies autour de la prochaine pandémie qui pourrait nous arriver. Si on peut avoir un système de réponse rapide qui nous permet de contrer ça et qu'on ne se retrouve pas à l'isolement, etc., comme on a connu il y a quelques années. Il y a le problème des résistances aux antibiotiques, qui est un problème mondial. Pareil, les chercheurs, que ce soit les cliniciens comme les chercheurs biologistes, se sont associés avec des gens en IA pour aller au-delà de ça et trouver peut-être des nouvelles molécules, des nouvelles façons de faire. La machine va, entre guillemets, regarder les choses différemment. Mais le différemment, c'est qu'elle peut analyser beaucoup plus de données, beaucoup plus rapidement et sans aucun biais. Parce que si on ne lui dit pas « regarde pas ça », elle regardera tout. Donc, on est très bien fourni sur le plan de la recherche, quel que soit le domaine. On devrait être capable d'aller au-delà. Est-ce qu'il y a urgence? Il y a urgence partout. Il y a urgence partout. J'ai l'exemple de gens de ma famille qui ont passé 2 heures dans un couloir à l'hôpital en attendant d'avoir une radio. On ne peut pas avoir un outil qui dit « bon, c'est bon, descendez le patient ou descendez la patiente à tel moment parce que c'est maintenant que la radio est libre ». On ne laisse pas les gens dans les couloirs, quoi. On est en 2025. Donc moi, je suis très attiré par cette technologie parce que je me dis qu'elle peut nous aider, elle peut nous simplifier la vie et elle peut nous rendre beaucoup plus efficaces dans nos activités. Est-ce que ça va permettre de pallier au problème justement de pas assez de personnel soignant, débordement dans tous les hôpitaux, puis je ne vais pas dire dans le monde entier, moi je suis capable de voir en France c'est un gros problème, ici c'est un gros problème. Écoute, moi, pour répondre à la question tantôt, il y a urgence, mais il faut agir avec prudence. Parce que ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Les outils d'IA, notamment, ont déjà été la cause de mortalité. Il y a des gens dont les idées suicidaires ont été nourries par des chatbots d'IA génératives. J'ai en tête un exemple c'est un journaliste scientifique qui était très éco-anxieux, donc qui était inquiet de l'avenir de la planète, et qui parlait abondamment de ça avec son chatbot, et qui sont venus à la conclusion commune que le problème, c'était l'humain. Et il s'est enlevé la vie.
les logs de ces conversations-là ont été exposés par sa conjointe. Donc, oui, il y a urgence d'agir, mais si on n'agit pas prudemment, on peut causer des choses très dramatiques. Je pense qu'on peut être... Je suis aussi fier, comme Laurent, de la position du Québec, puis peut-être du Canada jusqu'à un certain point, sur l'IA responsable. Parce qu'on a nos voisins au sud, qui sont le powerhouse, qui ont les centres de données, ils entraînent les modèles énormes. On a les Européens qui sont les rois de la confidentialité, qui ont vraiment des bonnes normes, qui ont vraiment des bons cadres à ce niveau-là. Puis on a le Québec et le Canada où, soyons les leaders de l'IA responsable. Soyons ceux qui donnent le cadre où il n'y a pas ces débordements-là, où il n'y a pas des chatbots qui incitent des patientes anorexiques à jeûner. C'est un vrai exemple. Je pense qu'on peut saisir ça parce qu'on n'aura pas autant de puissance que les centres de données américains. Mais on a une expertise scientifique, on a une expertise en IA qu'on peut mettre au profit de l'humanité. Je pense que c'est la mission du MILA, en mettant un cadre qui dit « ça c'est safe, ça c'est pas safe » et allons dans cette voie-là tous ensemble. Et maintenant, je réponds à ta question, Laetitia, je m'excuse. Est-ce que ça va répondre au manque de soignants? Pas tout seul. Pas tout seul. Ça va en faire un bout. Ça va en faire une partie. Je pense que si les infirmières, comme moi, n'ont plus à écrire leurs notes, un chiffre d'infirmière, pour vous donner une idée, là, la dernière demi-heure ou 3/4 d'heure, là, le passe à écrire qu'est-ce qu'elles ont fait de leur journée. Demi-heure, 3/4 d'heure, à chaque jour. Ce temps-là, il peut être investi à plein d'autres choses. Et tous les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, ils écrivent des notes de 4, 5, 6 pages, les psychologues, les psychiatres. Les gens perdent tellement de temps à taper sur un clavier que juste cette portion-là de l'IA, ça va libérer beaucoup de temps. Est-ce que ça va régler le problème tout seul? Juste ça? Non. Tu sais, si on déborde un petit peu de la technologie, moi, je pense que les professionnels de la santé doivent davantage pratiquer au top de leur licence, c'est-à-dire de faire le maximum que leurs connaissances leur permettent. En ce moment, dans le système québécois, c'est pas le cas. Il y a des infirmières cliniciennes qui font des tâches que des auxiliaires seraient parfaitement en mesure de faire. L'OIQ, l'Ordre des infirmiers et des infirmières, a notamment sorti là-dessus à ce sujet aujourd'hui. Des physios qui font des choses que des thérapeutes en réadaptation seraient capables de faire. Donc, il faut vraiment comme pousser vers le haut tout ce que les professionnels de la santé font pour que moi, je ne remplisse plus des papiers de complaisance ou des papiers de « oui, vous avez besoin de voir un physio », que le temps clinique de chacun des cliniciens soit maximisé à donner des soins aux patients plutôt qu'à faire des tâches que d'autres pourraient faire ou des tâches administratives, bureaucratiques qui ne sont pas nécessaires. Ça peut... Je pense que la combinaison des deux, oui, peut peut-être pallier au manque de soignants qu'on a. On arrive à la fin de notre temps ensemble. Puis, j'aurais une autre question que j'aimerais qu'on couvre. C'est la place que vous voyez le Québec avoir dans l'intégration de l'IA en santé, puis l'héritage que vous espérez pour vous dans vos domaines respectifs. Je peux peut-être compléter ma réponse. J'ai quand même nommé la place de l'IA responsable qui est importante, mais je perçois en ce moment pour la santé puis pour la médecine une opportunité qu'il n'y aura pas avant d'autres générations là, de soignants de réaligner les soins de santé sur des valeurs qui sont plus humaines. Parce que là, on est dans des systèmes qui sont bureaucratiques et technocratiques où c'est très systématisé, protocolisé, standardisé. Et avec l'IA générative, où on peut davantage se concentrer sur l'humain, sur le soin, sur le patient, je crois qu'on a une possibilité de faire un shift, de prendre une tangente, donc de profiter de cette révolution technologique-là pour repenser la façon dont on soigne les gens, pour que ça soit davantage humain. Voilà. Moi, je dirais que profiter des expertises et des connaissances des uns des autres et continuer à faire que les domaines interagissent pour pouvoir aller plus loin, parce que je pense que sur un plan de recherche, on a des chercheurs de très haute qualité. On a une population qui est suffisamment petite et suffisamment grande pour pouvoir commencer à développer des outils. La reconnaissance mondiale sur le plan de l'IA responsable, on l'a déjà. Est-ce qu'on pourrait l'avoir
au Québec, que les gens reconnaissent tout ce qui est fait et tout ce qui a été fait depuis des années. La première discussion autour de l'IA responsable, c'était en 2017, et c'est la déclaration de Montréal, et Montréal ici, pas ailleurs. Donc, tous les chercheurs sont au fait de tout ça, et qu'on continue, et le Québec pourra prendre la place qui lui est due et continuer à être un fer de lance sur beaucoup de domaines, notamment en IA. Merci beaucoup Laurent et Samuel d'être venus aujourd'hui au podcast pour nous expliquer beaucoup de choses très intéressantes. Merci à vous qui nous écoutez chez vous, à la maison, dans la voiture, peu importe, et on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode sur Il y a du neuf. Merci. Merci à vous. Bien joué. Super. Good. Ça passait tellement vite. Ça passe vite 1 heure à chaque fois, ouais. C'est vrai que la dernière fois, on l'avait sur la table, alors c'était plus facile de les jeter. Ouais, je voulais comme t'encourager à poser une dernière question si t'en avais une, mais on n'a pas encore développé notre langage. On aurait débordé davantage. J'avais pas d'autres questions. J'étais plus... on parle beaucoup d'IA générative comme dans le scripting ou dans des outils pour nous rendre plus humains, mais... Et tu disais qu'il faudrait plus que ça pour pallier au manque de soignants. Mais il n'y a pas que ça avec l'IA générative, c'est que ça permet aussi de construire des outils de manière plus rapide, d'être justement moins dans l'aspect tech, mais plus dans l'aspect humain, de déléguer une partie tech et donc d'accélérer certains développements et donc indirectement pallier peut-être au manque de médecins. C'était plus ça que... Parce que, en fait, il y a un hackathon au Mila aujourd'hui. Il y a un hackathon santé au Mila aujourd'hui. Puis moi, je peux juste imaginer avec des outils comme Lovable ou les outils qui font des sites, qui font des applications littéralement. Tu as juste besoin d'une idée. Tu as besoin d'une idée puis de plugger 2 API ensemble. Voilà, tu as une application qui fonctionne, qui fait quelque chose dans les mains de quelqu'un qui n'est pas un programmeur. Bon, là, pour les données de santé et compagnie, ça sera pas plus compliant, mais... C'est pour ça qu'il faut des garde-rails, c'est pour ça qu'il faut des réglementations derrière. C'est parce que c'est maintenant tellement facile de développer un outil qu'il faut s'assurer que ce soit fait de façon correcte, de façon responsable, et qu'on protège tous les uns et les autres. Mais... On n'a pas parlé de ça, mais il y a l'idée aussi de toute donnée n'a pas besoin d'être sensible. C'est cool. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un hackathon aujourd'hui, mais je sais que c'est quand même fréquent. Il y a un hackathon la semaine prochaine, à Mila, où est-ce qu'il parle du quantique. Puis, quand vient le temps de partager de la donnée sensible, pourquoi est-ce que quand je vais acheter de l'alcool, ils me demandent mon âge? Ils n'ont pas besoin de savoir ni le jour, ni le mois, ni même l'année de ma naissance. Ils ont juste besoin de savoir que quelqu'un a dit quelque part qui est reconnu que j'ai l'âge légal pour boire. L'information qu'ils ont besoin, elle est binaire. Yes, no. Cette information aurait pu être validée par un autre mécanisme. Et non pas, je présente la donnée sensible de... C'est vrai. Je t'ai jamais raconté ma blague de ma discussion sur le partage des données de santé avec mon copain sur un terrain de golf. Vas-y. Moi, l'interopérabilité, en fait, le manque d'interopérabilité, ça me part moi là-dessus. Non, mais on était sur un terrain de golf, on a passé 4 heures à discuter autour de partage des données de santé et pourquoi c'était utile, etc. On reprend la voiture, on part. On est l'un derrière l'autre et il y a un accident qui se produit juste avant qu'on arrive, parce qu'au moment où j'arrive sur l'accident, il y a la police qui vient s'installer pour détourner le trafic, etc. La semaine d'après, mon copain, il est furieux. Ben oui, le GPS, il ne savait pas qu'il y avait un accident. Alors, je lui dis, attends, tu veux que ton GPS sache d'où tu pars, où tu vas, quel chemin tu vas prendre, à quelle heure, combien de temps ça va durer, mais qu'il sache aussi ce qui se passe autour de toi en temps réel. En temps réel. Et il me répond, bah oui, c'est pratique. Et je lui réponds, être en santé, c'est pratique aussi. Donc, partager ces données, ça va te permettre qu'on te comprenne mieux, qu'on comprenne mieux les gens de ta famille, qu'on comprenne mieux la population à laquelle tu ressembles le plus sur un plan physiopathologique, pas sur un plan ethnie ou quoi que ce soit, mais sur un plan physiopathologique, de façon à ce qu'on te prenne en charge de façon plus efficace. Ce sera plus pratique, tu seras mieux en santé et tu pourras plus jouer au golf. et il trouvait ça bon, sarcastique parce que c'était le but du jeu, mais en même temps c'est tellement très logique, terre à terre, basique. Je sais jamais son prénom.
le grand défi, Pierre Lajoie. Lavoie. Lavoie, La joie, pardon. c'est lui. Pierre Lavoie. Et Pierre Lavoie disait, avec les outils de maintenant, on peut mieux entretenir notre organisme, notre corps. Et étant donné que notre corps, c'est comme notre voiture, si on l'entretient mieux, on ira plus loin et on ira plus loin en santé. Ouais. Et c'est juste la base, quoi. Donc, tu es en faveur de partager davantage de la donnée de santé? Dans un cadre réglementé, responsable, etc. Oui. Exact. Moi, juste d'avoir les données de l'hôpital au coin de la rue, là, ça me ferait plaisir. Juste ça, c'est ça. On peut-tu commencer quelque part? Au Québec, là, non, mais ils ont oublié un morceau, là. Quand Non, ils c'est ont partout. installé les systèmes de santé, c'est moins pire ailleurs. C'est moins pire en Alberta. C'est quoi le morceau qu'ils ont oublié? L'interopérabilité. Que les logiciels se parlent entre eux. Des API, là, juste de permettre... Non, parce que c'est tout fermé. Il y a beaucoup de logiciels qui sont privés, en fait. Absolument. Donc, tout est fermé. Mais est-ce que c'est pas réglementaire que ça soit fermé, justement? Non, Que ça soit encapsulé? Peut-être au Québec, mais pas dans le reste du monde ou le reste du Canada. Tu sais, là, dans un hôpital, là, chaque hôpital va avoir un stack différent qui va pas se parler intra-hôpital. Fait que ton logiciel de labo parle pas à ton logiciel de notes, qui parle pas à ton logiciel de radiologie, qui parle pas à ton logiciel de gestion de lit. Ça veut dire que tu as 8 logins à faire avant de te connecter. C'est d'une terrible inefficacité. Puis au-delà de ça, moi, ce qui se passe à l'hôpital, je le vois pas. Ce qui se passe à l'hôpital, eux le voient pas. Il manque de l'information, c'est de l'information précieuse. Puis c'est pas de l'autre voltige technologique. T'as pas besoin du MILA pour que les informations transigent d'une place à l'autre. Là. Puis c'est les deux, c'est des Mais tu as logiciels besoin sécurisés. d'un bon cadre réglementaire. Oui, il faut- mais d'une volonté. Oui. Volonté Ouais. politique. Il faut une protection éthique derrière et puis tout devrait être fait correctement. Ouais. Merci encore. C'était un plaisir, vraiment. Vraiment le fun de conversation. Ouais. Merci beaucoup. Salut Laetitia, on vient de parler à Dr Samuel Garot-Lajoie et Laurent Tilliman, spécialiste à Miller, spécialiste dans le milieu de la santé. Et notre discussion a tourné autour de bien des sujets, l'utilisation de l'intelligence artificielle sans qu'elle soit dévoilée, par exemple. Dans quelle mesure est-ce que l'humain va être impliqué? Puis, ça m'a fait réfléchir en particulier par rapport au Shadow AI, l'IA qui est pas dévoilée quand elle est utilisée. Puis on l'entend souvent, toi et moi, dans notre milieu chez Explorer. On a beau dire « n'utilisez pas l'IA », l'IA elle est tellement accessible que les gens vont probablement l'utiliser sans que ça soit encadré. Puis c'est là qu'on tombe dans le Shadow AI. Qu'est-ce qu'on a vu dans le milieu de la santé? Pourquoi est-ce que cette inquiétude-là est encore plus exacerbée dans le milieu de la santé? Samuel, on a parlé dans l'épisode en évoquant un de ses pairs médecins qui a pris en photo une radiographie et l'a envoyé à ChatGPT pour lui demander qu'est-ce qu'il en pensait et qu'est-ce qu'il voyait. Ça pose un problème qui est fondamental, c'est la confidentialité des données. Et en santé, quand on sait que ce genre de choses peut être sensible, d'utiliser du Shadow AI, c'est-à-dire d'utiliser de l'intelligence artificielle sans le déclarer, sans expliquer qu'on l'a utilisé, sans information, en fait, on va malheureusement donner des données confidentielles sensibles à ces choses-là. À des Donc- entités privées qui ne sont pas nécessairement accréditées pour manipuler ce genre de données. Exact. Et il y a plein de... C'est souvent une question d'éducation parce que si les gens sont au courant qu'il nous faudrait utiliser ces outils-là, on va trouver des solutions pour justement pallier au problème de confidentialité. C'est au lieu d'utiliser ChatGPT, ça va être un autre modèle qui va être hébergé explicitement à l'hôpital, qui va pas être partagé dans le cloud avec tout le monde et appartenir à une entité privée. Donc ça va exister, mais il faudrait l'informer et il faut que le développement soit fait. D'utiliser ces choses-là discrètement derrière, puis de ne pas le déclarer, c'est dangereux en ce sens. Puis l'outil n'est pas fait pour ça non plus. ChatGPT, il pourrait sortir une bêtise sur la radiographie. Ben, c'est dangereux. Et au même titre que demain, moi, je vais donner ma radiographie à ChatGPT, c'est la mienne, donc je pourrais très bien le dire, c'est mes données confidentielles, c'est moi qui suis un peu bête de les passer. Il pourrait me dire quelque chose qui va être fausse, mais je ne suis pas radiologue et je vais mal interpréter comme ChatGPT et m'inquiéter pour rien. Donc ça, c'est un autre problème aussi, de savoir quel outil utiliser et pourquoi, qu'on n'a pas cette réflexion-là quand
l'utilise sans le prévenir ou en parler à ses supérieurs dans le domaine de l'entreprise, par exemple? Là, on tombe dans la fameuse gouvernance de l'IA, mais ce que ça veut dire, c'est, mettons, des lignes directrices. Dans certains cas, c'est du red tape, des directives de ne pas utilisation, de dire pas de cette façon-là, mais dans d'autres cas, c'est de dire si vous voulez le faire dans tel contexte, voici la bonne façon de le faire. Et ça, c'est de la gouvernance. C'est de la gouvernance autour de la gestion des données, puis c'est de la gouvernance aussi autour de comment utiliser l'IA à bon escient. Comme tu viens très bien de le mentionner, il y a des outils dédiés pour ça, et ChatGPT n'en est pas un. Exactement. Puis après, tu perds aussi une partie de traçabilité. Si tu ne te dis pas les outils que tu as utilisés pour faire ton diagnostic, en l'occurrence dans la partie médicale, mais ça peut être dans plein d'autres domaines, tu vas arriver avec un résultat que peut-être des personnes vont vouloir reproduire. Mais s'il y a au milieu quelque chose qui n'a pas été dévoilé correctement, ça marche plus non plus. Non, pas du tout. Mais là, ça touche aussi au lien de responsabilité. C'est-à-dire, une fois qu'on dit, OK, l'IA peut être utilisée dans certains cas, là, on creuse un peu en fait, ce que les gens ont déjà commencé à expérimenter au travail et dans leur vie, c'est-à-dire jusqu'à quel point est-ce qu'on veut déléguer ou faire confiance. Faire confiance, j'utilise entre guillemets parce que c'est pas nécessairement de faire confiance, mais c'est de déléguer notre responsabilité ou le temps de recherche. Pas juste le temps, en fait, le contenu de recherche. Si on veut faire de la recherche médicale, puis ensuite utiliser ça pour prendre une bonne décision, il faut valider est-ce que la recherche médicale, elle a bel et bien eu lieu. Maintenant, on est tous familiers avec le concept d'hallucination, le fait que l'information peut être inventée. Puis d'ailleurs, il y a un avocat, il y a de ça 1 an, je pense, qui s'est fait radier. Il me semble que c'était aux États-Unis. Il s'est fait radier parce que non seulement il a utilisé l'IA pour générer son plaidoyer, ce qui en soi n'est pas l'élément pour lequel il a été blâmé. De pouvoir synthétiser l'information, de la reformuler dans un texte qui est éloquent, légal, ça c'est une dimension. L'autre dimension qui était vraiment problématique, c'est que les sources sur lesquelles reposait le contenu fondamental sur lequel reposait son argumentaire était halluciné. Et ça, c'est un problème parce qu'au final, il supportait avec ce qu'on appelle la jurisprudence, donc des décisions qui ont été faites ailleurs ou par un autre juge par le passé, dire ben, ça s'est fait là, ça s'est fait là. Donc on construit un argumentaire qui dit ben, vu qu'il y a eu ces décisions-là, la décision logique ici, ce serait d'appliquer quelque chose de similaire. Mais c'est pas arrivé. Ces sources-là, soit n'ont pas eu lieu ou c'était pas les bonnes sources. Et le fait que le contenu n'a pas pu être validé ni par le juge ni même par l'avocat était le problème. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est dans le milieu de la santé? On peut anticiper des gros problèmes. Qu'est-ce qui se passe dans le milieu industriel? C'est la même chose. L'impact risque d'être monétaire, mais dans le milieu de l'ingénierie, ça peut être des vies qui sont mises en cause aussi. Donc, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à mettre l'humain dans la boucle Mhm. d'automatisation? Ça, c'est intéressant parce que tu abordes le sujet de... Souvent, on parle de human in the loop, mais en fait, c'est plus AI in the loop qu'il faudrait avoir. C'est j'ai un humain à la base, l'IA au milieu, puis l'humain à la fin. Puis cette séquence-là, on en a parlé pendant l'épisode, il est pertinent parce que l'humain d'abord, je vais donner des informations à l'IA, c'est ma créativité. Je vais utiliser l'IA pour faire quelque chose de plutôt rébarbatif, de la rédaction, de la synthétisation d'informations. Puis après, je vais relire, je vais redéplacer les éléments. Puis ça, c'est le flow qu'on dit qu'il est mieux d'utiliser. Pourquoi pas les autres? Parce que si tu fais juste IA humain, l'IA va te donner de l'information, mais déjà tu pars avec un élément qui est biaisé et tu n'es plus créatif. Si tu fais juste euh, humain et IA seul, là tu te retrouves avec le problème de jurisprudence que tu as évoqué un tout petit peu plus tôt que potentiellement, je mets un biais d'incertitude quand j'utilise de l'IA. Si je ne vais pas vérifier l'information derrière, je risque de me tromper. Et aujourd'hui, la législation, au point de vue législatif, c'est l'humain qui est fautif et pas l'IA. Donc, c'est important d'être conscient de ça et de garder de bout en Ouais. bout sa responsabilité. Donc, humain, IA, humain, ça a l'air d'être le meilleur des deux mondes, finalement. J'ai l'impression. Mais j'adore comment tu l'as formulé, AI in the loop. D'ailleurs, depuis quelques semaines, depuis Davos, il y a le terme Human in the lead. C'est pour réutiliser le même acronyme,
HIL, mais pour dire, non, attends, c'est pas l'humain qui est juste mis au courant, sinon c'est l'humain qui est à la tête, qui est à la gestion du processus. Puis comme tu l'as bien dit, c'est l'IA qui rentre dans le loop, dans un loop qui est géré, dont la responsabilité appartient encore à un humain. Puis dans notre préparation de l'épisode, on avait identifié justement jusqu'où ça peut aller, l'aspect responsabilité, réglementation. Est-ce que c'est juste un contexte administratif? Est-ce que c'est juste, ou plutôt, est-ce que c'est le contexte administratif de façon plus générale ou c'est spécifique au milieu clinique et santé? Puis oui, bien sûr, il y a la gestion de la donnée, mais le fait on utilise des outils pour nous aider à prendre des décisions, il faut se rappeler que ce n'est pas une délégation de notre responsabilité. Oui, on peut découper un problème qui est en plusieurs petits problèmes. Ce que j'aime visualiser, c'est on a une tâche à accomplir qui part du début à la fin, mais finalement, cette tâche-là, on est capable de la morceler en plus petites tâches. Ces petites tâches-là, peut-être qu'elles sont complètement automatisables, mais quand on prend la tâche dans son entièreté, au début, il y avait un humain, à la fin, il y avait un humain. Même si ce n'était pas le cas pour chacune des petites tâches, c'est le cas pour la tâche pour laquelle on va prendre de la responsabilité. Et ça, c'est primordial dans le milieu de la santé. C'est primordial quand des vies sont impliquées, donc bien sûr dans certains secteurs de l'ingénierie. Et c'est primordial également dans le secteur comme l'éducation. On peut le voir à plusieurs échelles, donc de garder sa responsabilité. Donc ça, c'est une facette. Il y a aussi l'aspect données. D'ailleurs, est-ce que tu voulais mentionner quelque chose là-dessus? De l'aspect des données. Le privé, comment on manipule la donnée au milieu clinique. En fond, essentiellement, dans l'administratif, on a de la donnée qui est technique, industrielle, mais quand on est au milieu santé, on a de la donnée qui est très intime, personnelle. Donc, je voulais élaborer un peu sur le fait que cette donnée-là, parfois, on veut la permettre, l'IA de l'utiliser, mais dans bien des cas, on est prudent, on est de plus en plus prudent même par rapport à ça, que ce soit dans le milieu de la santé ou que ce soit... C'est vrai. C'est dans le milieu de la santé, les logiciels vont être coupés un petit peu en deux. Tu as une partie qui va servir pour la clinique, des logiciels cliniques à vocation, donc données sensibles, données personnelles. Puis ça passe par un processus qui est laborieux. On l'a vu avec plein d'invités qui travaillent dans le domaine de la santé autour de l'IA. Et c'est beaucoup de réglementation qu'il faut euh, approuver. Mais si tu es sur quelque chose de plus administratif, donc de la donnée qui paraît moins sensible, là, en revanche, la législation est tout autre et beaucoup plus facile, même si on est dans le domaine de la santé. Et typiquement, un logiciel de transcription d'une visite médicale va passer facilement parce qu'il n'y a pas de données sensibles à proprement parler, parce que ce qu'on peut entendre par données sensibles, c'est oui, ce qu'on va récupérer, mais aussi dans le domaine de la santé, c'est beaucoup tout ce qui est aide à la prise de décision. Là, tout de suite, on tombe dans de la réglementation plus compliquée. Euh, Si tu suggères un traitement, si tu poses un diagnostic, toutes ces choses-là sont beaucoup plus difficiles à voir le jour sur le marché. Mais si tu n'utilises pas ça dans un logiciel, tu tombes dans des données plus administratives et là, tu n'as pas de problème. Pas de problème, Ouais. c'est un bien grand mot, mais c'est plus facile d'accéder au marché et de se déployer. Mhm. Notre invité, Dr Samuel Garot-Lajoie, a publié tout récemment par rapport à un projet de loi qui a été déposé, le projet de loi S5, puis je trouvais que c'était pertinent de le mentionner justement dans notre débrief ici parce que le projet de loi S5 vise à forcer l'interopérabilité et interdire le data blocking des données en santé. Donc l'idée, c'est que on ne veut pas diffuser l'information, mais on ne veut pas empêcher sa circulation par des personnes qui méritent, qui devraient y avoir accès dans le système de la santé. Donc, pour les patients, il y a un impact forcément parce que on, on a un système digital, puis on dit, ce système digital-là, on veut l'exploiter, on veut qu'il soit utilisé. Quand il y a un spécialiste qui rentre de l'information, on veut que cette information-là puisse être utilisée par un autre spécialiste avec l'accord du client, avec l'accord des utilisateurs, patients. Donc,
au-delà de dire ben, l'information est toute disponible. Non, non, non. L'information, elle est disponible grâce à une permission. Et cette permission-là fait toute la différence. Donc ça, c'est un pas dans la bonne direction de se dire, ben, on a de la donnée maintenant qui est plus diffusée juste par le fax ou par le papier imprimé avec une signature. Et c'est un pas dans la bonne direction. Au-delà de ça, il y a d'autres barrières qui viennent, c'est-à-dire est-ce que l'information, elle est fiable dans le milieu de la santé? Est-ce que l'information qui est publiquement diffusée par rapport aux mots, par rapport aux infections, à la santé générale, sont fiables? Est-ce qu'il y a des informations que j'ai sur mon corps humain? Est-ce que je peux y avoir accès? C'est quoi les mécanismes? Puis une fois que j'y ai accès, comment est-ce que je fais pour mieux la comprendre? Puis toutes ces questions-là, ben, on va en parler dans le prochain épisode. On a pour notre avant-dernier épisode de la saison, on accueille la PDG de Factually Health, Nina Forcier. Et également, on va avoir BioTwin, le fondateur Louis-Philippe Noël. Puis, on va toucher à cette dimension-là on a de la donnée. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? J'ai très hâte d'en discuter avec toi la semaine prochaine, Laetitia. Là-dessus, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? C'est parfait, Rémi. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.